Bonsoir, ce soir nous plongeons dans le vrai Far West. Pas la version hollywoodienne avec ses cow-boys héroïques et ses duels dramatiques, mais la réalité brute et dangereuse où la survie n'était jamais garantie. Tu crois peut-être être assez fort pour y survivre, mais crois-moi, il y a une raison pour laquelle on l'appelait sauvage. Si tu aimes ces histoires, j'aimerais beaucoup un petit like ou même un abonnement. Ça aide plus que tu n'imagines. Je suis toujours curieux de savoir d'où vous écoutez. Alors laissez un commentaire avec votre pays et l'heure chez vous. J'adore voir notre petite communauté mondiale se connecter à travers ces récits. Maintenant, baissez les lumières, mettez peut-être un ventilateur pour un léger bruit fond et entrons doucement ensemble dans le voyage de ce soir. Nous allons explorer pourquoi qui ne survivrait probablement pas une seule journée dans la frontière américaine sauvage. Félicitations. Tu viens de te réveiller dans le Far West américain des années 1870. La bonne nouvelle, tu vas vivre un chapitre légendaire de l'histoire de première main. La mauvaise nouvelle, tes chances de survie viennent de chuter brutalement. Le premier défi te frappe avant même d'ouvrir les yeux. L'odeur. Pas l'arôme agréable de la nature que tu pourrais attendre, mais quelque chose de bien plus piquant. L'odeur des corps non lavés, des excréments d'animaux et peut-être même des eaux usées dans l'air lourd. Tu vois, se laver n'était pas vraiment une priorité dans le Far West. La plupart des colons considéraient un vrai bain comme un luxe mensuel. Et encore, c'était généreux. Certains passaient tout l'hiver sans bain. Mon, tu sais, était précieuse ici. Et l'utiliser pour se laver semblait du gaspillage quand on en avait besoin pour boire et cuisiner. Tu te lèves de ton lit, probablement juste un matelas rempli de paille infesté de punaises. Tu réalises que chaque muscle de ton corps te fait mal. La vie à la frontière dans les années 1870 signifiait un travail physique constant du lever au coucher du soleil. Pas de week-end, pas de vacances et certainement pas de confort ergonomique. Que tu sois fermier, mineur, ouvrier de ranch, ton corps était ton principal outil, utilisé jusqu'à ce qu'il s'use. Tu crois travailler dur dans ta vie moderne, mais le travail de la frontière était tout autre chose. Épuisant, brisant le dos, laissant même les plus forts courbés et arthritiques dès la trentaine. Imagine 14 heures passées à labourer les champs, à transporter de l'eau, à couper du bois ou à travailler au fond d'une mine. Pas étonnant que l'espérance de vie moyenne soit seulement d'environ 35 ans. Debout sur le sol poussiéreux, tu remarques le froid dans l'air. Si c'est l'hiver, ta cabane peut être à moins 20 degrés à l'intérieur. Si tu avais une cheminée, tu l'aurais laissée s'éteindre pendant la nuit pour économiser du bois. Bonne chance pour trouver du chauffage central ou des sous-vêtements thermiques à cette époque. Et si c'est l'été, eh bien, prépare-toi à transpirer dans chaque vêtement que tu portes. Il n'y avait aucun moyen d'échapper aux éléments dans le Far West. En parlant de vêtements, oublie le confort. Les hommes possédaient en général 2 tenues seulement, pantalons en toile ou en denim et chemises en coton qui irritaient la peau. Les femmes portaient plusieurs couches, quelle que soit la température, chemises, corsets, jupons et longues robes traînant dans la poussière. Tout était rêche, mal ajusté et rarement lavé. Ces beaux habits que tu as vus dans les films de western, pure fiction,
pour la personne moyenne. Ton estomac gargouille, il est temps de prendre le petit déjeuner. Espérons que tu aimes les haricots, les biscuits et le café, probablement à chaque repas. Le régime du Far West était monotone et pauvre en nutriments. Les fruits et légumes frais étaient des luxes saisonniers. La viande, quand elle était disponible, était souvent conservée avec du sel ou fumée, car la réfrigération n'existait pas. Le scorbut, une maladie causée par le manque de vitamine C, gencives qui saignent, dents qui tombent, était courant chez les colons, malgré sa prévention facile aujourd'hui. Tu crois au moins que le café serait bon. Les cow-boys semblent toujours en avoir une cafetière dans les films. Mais ce qu'on te sert ressemble à peine à du café. En général, il était bouilli jusqu'à l'excès, amer à l'extrême, et parfois on y ajoutait des coquilles d'œufs écrasées ou même du sel pour réduire l'amertume. Mais la caféine aidait à affronter la journée, alors on ne buvait sans se plaindre. Avant de sortir, tu ferais mieux de vérifier tes chaussures pour voir s'il n'y a pas de scorpions ou de serpents qui auraient pu s'y réfugier pendant la nuit. Secouer ses bottes chaque matin était une habitude née d'expériences douloureuses. Une seule erreur et tu pouvais recevoir une morsure venimeuse, à des kilomètres de toute aide médicale. En sortant de ta cabane, tu prends conscience immédiatement de ton exposition. Le vaste paysage de la frontière américaine était impressionnant, certes, mais aussi impitoyable. Les conditions météorologiques extrêmes pouvaient apparaître sans prévenir. Tempêtes de neige, tornades, inondations soudaines ou sécheresse pouvaient signifier la mort pour ceux qui n'étaient pas préparés. Le ciel peut être clair maintenant, mais il pouvait changer en quelques minutes. Si tu t'installes dans une ville de la frontière, tu crois peut-être que la civilisation t'offre une protection. D'une certaine manière, oui, mais cela apportait aussi d'autres dangers. Les villes du Far West étaient des foyers de maladies. Sans système d'égout ni compréhension des microbes, les maladies se propageaient rapidement. Choléra, typhoïde, variole, diphtérie et tuberculose étaient des menaces constantes. Une épidémie pouvait décimer la moitié d'une ville en quelques semaines. En parlant de villes, disons que tu décides d'en visiter une aujourd'hui. En approchant, tu remarques qu'il manque l'organisation que tu pourrais attendre. Beaucoup de villes de l'Ouest se développaient de façon désordonnée, avec des bâtiments construits là où c'était pratique, souvent sans planification ni infrastructure. Les rues n'étaient pas pavées, mais de simples chemins de terre qui se transformaient en bourbiers quand il pleuvait et en nuages de poussière quand il faisait sec. L'odeur te frappe encore, plus forte, du fumier de cheval partout, car les chevaux étaient le principal moyen de transport. Pas de service de nettoyage ou de voirie. Dans certaines villes, les déchets accumulés pouvaient atteindre la hauteur des genoux dans les zones très fréquentées. Des nuées de mouches tournaient autour de toi, et tu comprends pourquoi les maladies se propageaient si facilement ici. En marchant dans la rue principale, tu passes devant le saloon, probablement l'un des établissements les plus fréquentés de la ville. Contrairement aux représentations hollywoodiennes, les saloons n'étaient pas des lieux glamour, avec des portes battantes et des pianistes. La plupart étaient des pièces simples, avec un bar grossier en planche et quelques meubles de base. L'alcool servi n'était pas un bon whisky vieilli en fût de chêne, mais de l'alcool brut souvent mélangé à du jus de tabac, du poivre, de la térébenthine ou même de la poudre à canon pour donner plus de force. Un seul verre pouvait te rendre aveugle si tu n'avais pas de chance. Le saloon représentait un autre aspect mortel de la vie à la frontière, la violence. Ces établissements étaient souvent le théâtre de confrontations mortelles, non pas à cause de duels formels, mais à cause de disputes alcoolisées qui dégénéraient rapidement dans une société lourdement armée. Les duels romancés des films de western étaient rares. La plupart des violences étaient impulsives, désordonnées et pour des raisons insignifiantes. En parlant d'armes, tu remarques que presque tout le monde en porte une, mais pas pour les raisons auxquelles tu penses. La protection personnelle en faisait partie.
mais les armes étaient surtout des outils pour la chasse, la protection contre les animaux sauvages et parfois pour donner un signal. La menace constante des ours, des loups, des cougars et des serpents venimeux rendait imprudent de voyager sans armes, surtout entre les colonies. Tu serais peut-être surpris d'apprendre que beaucoup de villes de la frontière avaient en réalité des lois strictes sur les armes à feu. Des lieux comme Dodge City, au Kansas, et Tombstone, en Arizona, exigeaient des visiteurs qu'ils déposent leurs armes à l'entrée de la ville. Le célèbre règlement de compte à Hockey Corral a en fait commencé parce que le gang Clanton refusait d'obéir à l'ordonnance sur les armes de Tombstone. Contrairement à ce que montrent les films, les duels rapides en plein milieu de la rue étaient extrêmement rares. La plupart des fusillades étaient des embuscades ou se produisaient pendant des braquages. Le tireur d'élite affrontant un adversaire à midi est largement une invention hollywoodienne. La véritable violence de la frontière était soudaine, chaotique et sans honneur ni justice. En continuant ta marche, tu passes devant le bureau du médecin local. Les soins médicaux dans la frontière des années 1870 t'auraient horrifié. La plupart des médecins avaient peu ou pas de formation. Les opérations chirurgicales étaient pratiquées sans anesthésie, à part du whisky ou de la morphine, et la stérilisation était quasiment inconnue. Une simple coupure infectée pouvait conduire à une amputation ou à la mort. Les traitements courants incluaient la saignée, les composés de mercure, l'arsenic et d'autres substances toxiques qui faisaient souvent plus de mal que de bien. Les femmes en couche avaient un risque de mortalité pouvant atteindre 1 sur 4 dans les zones reculées. La dentisterie consistait à extraire les dents sans anesthésie avec des outils rudimentaires. La plupart des gens souffraient de douleurs dentaires pendant des années avant de perdre finalement leurs dents. Si tu étais blessé ou tombais malade à la frontière, ta survie dépendait plus de la chance que de la médecine. Même des blessures mineures pouvaient devenir mortelles à cause des infections. Les os cassés ne guérissaient souvent pas correctement, laissant les habitants de la frontière avec des douleurs chroniques et des handicaps. La fameuse phrase « Seuls les plus forts survivent » avait un sens littéral dans le Far West. Ton estomac gargouille encore et tu réalises qu'il est l'heure du déjeuner. Tu te diriges vers le restaurant local, probablement juste une extension de la maison de quelqu'un, où les repas étaient servis contre paiement. La nourriture n'était pas plus variée que ton petit déjeuner. La viande était dure et souvent avariée. Malgré le salage ou le fumage, les légumes, quand ils existaient, étaient trop cuits et réduits en bouillie. Il n'y avait aucune norme de sécurité alimentaire, donc la dysenterie et les intoxications étaient fréquentes. Pendant que tu manges, tu entends des conversations sur des attaques récentes d'Indiens, des gangs de hors-la-loi ou le danger de voyager seul. La violence des Amérindiens contre les colons était bien moins courante que ce que montre la culture populaire. En réalité, les colons et l'armée américaine étaient beaucoup plus souvent les agresseurs. La frontière restait tout de même un lieu de conflit. Le déplacement systématique des peuples autochtones créait des tensions qui éclataient parfois en violence des deux côtés. Quant au hors-la-loi, il représentait une menace réelle, surtout dans les zones isolées. L'application de la loi était rare, avec parfois un seul shérif responsable de milliers de kilomètres carrés. Dans beaucoup d'endroits,
La justice était rendue par des comités de vigilance plutôt que par des procédures légales. Les lynchages étaient courants et le principe d'innocent jusqu'à preuve du contraire ne s'appliquait souvent pas. Si tu étais accusé de vol de chevaux ou de bétail, tu pouvais finir pendu avant le coucher du soleil, peu importe ta culpabilité réelle. Après le déjeuner, tu décides de visiter l'épicerie générale pour acheter des provisions. Les prix te choquent. Les produits de base coûtaient beaucoup plus cher à la frontière qu'à l'Est à cause des difficultés et du coût du transport. Une simple boîte de pêche pouvait coûter l'équivalent de 20 dollars d'aujourd'hui. Beaucoup de colons dépensaient la majeure partie de leurs revenus pour les fournitures essentielles, sans rien garder pour le confort ou le luxe. Le magasin offrait un autre aperçu de la réalité de la frontière, l'isolement. Le courrier était rare et peu fiable. Les journaux pouvaient avoir plusieurs semaines ou mois de retard. L'information voyageait lentement et il était fréquent de passer des années sans nouvelles de sa famille restée à l'Est. Beaucoup de colos ne revoyaient jamais leurs proches après avoir déménagé vers l'Ouest. L'impact psychologique de cet isolement contribuait à des taux élevés de dépression, d'alcoolisme et de suicide parmi les populations de la frontière. Au fil de l'après-midi, tu remarques des nuages sombres à l'horizon. Le climat à la frontière n'était pas seulement inconfortable, il pouvait être mortel. Sans prévision moderne, les tempêtes arrivaient sans prévenir. Les blizzards pouvaient piéger les voyageurs, causant des morts par gel. Les tornades détruisaient des communautés entières, sans aucun service d'urgence pour aider les survivants. Les inondations emportaient des convois de chariots. Les sécheresses détruisaient les récoltes et provoquaient la famine. Si tu avais la chance d'avoir une vraie maison, elle offrait une protection minimale. La plupart des habitations de la frontière étaient construites à la hâte avec les matériaux disponibles. Des maisons en tourbe dans les plaines, des cabanes en rodin dans les forêts ou de simples structures en bois dans les villes. Aucune n'était vraiment efficace contre les intempéries. En hiver, la température intérieure pouvait descendre sous zéro. En été, la chaleur était insupportable, surtout dans les greniers ou étages supérieurs où beaucoup dormaient. Alors que la tempête approche, tu décides de rentrer à ta cabane avant qu'elle n'éclate. En chemin, tu croises un groupe d'hommes partant travailler à la mine locale. L'exploitation minière était l'un des métiers les plus mortels de la frontière. Les éboulements, l'exposition à des gaz toxiques, les explosions causées par la poudre mal manipulée et les accidents de machines tuaient d'innombrables personnes. Les mineurs souffraient aussi de problèmes de santé à long terme comme la silicose due à la poussière de charbon ou l'empoisonnement au mercure utilisé pour l'or. Même si tu évitais la mine, peu de métiers de la frontière étaient sûrs. L'agriculture impliquait des équipements dangereux sans aucune sécurité. L'élevage signifiait travailler avec des animaux imprévisibles pesant des centaines de kilos. L'exploitation forestière avait l'un des taux de mortalité les plus élevés de toutes les professions. Quelle que soit ton activité, ton risque de blessure grave ou de mort était infiniment plus élevé que dans le monde moderne. Tu arrives à ta cabane juste au moment où la pluie commence à tomber. Le toit fuit à plusieurs endroits et tu places des seaux pour recueillir l'eau.
c'est une bonne occasion de remplir ta réserve d'eau potable. Comme l'eau propre était rare et précieuse, beaucoup de colons buvaient aux mêmes sources que celles utilisées pour laver et abreuver le bétail, entraînant des maladies hydriques qui pouvaient rapidement être fatales. Assis dans ta cabane qui fuit, en écoutant la pluie, tu réfléchis à quel point la réalité est différente de la version romancée du Far West. Il n'y avait ni héros, ni méchants, seulement des gens luttant pour survivre dans des conditions incroyablement dures. Le fait que certains aient réussi est la preuve de la résilience et de la détermination humaine. La nuit tombe tôt, car tu n'as pas d'électricité. Les bougies et les lampes à huile fournissent une lumière minimale et tu dois être prudent. Le feu était un danger constant dans les maisons de la fruitière. Une seule étincelle pouvait tout détruire, sans pompiers à appeler. Beaucoup de villes ont brûlé entièrement, au moins une fois dans leur histoire. Tu te prépares à dormir, épuisé par une seule journée dans le Far West. Tes muscles te font mal, ton estomac est bouleversé par une nourriture inhabituelle et ton esprit est écrasé par la vigilance constante nécessaire pour rester en vie. En t'endormant, tu te demandes si tu survivras demain ou si tu deviendras simplement une autre statistique dans l'histoire dangereuse de la frontière américaine. Le vent hurle dehors. Rappel inquiétant de la petitesse et de la vulnérabilité de l'homme face à l'immensité de la nature sauvage. Demain, si tu as la chance de le voir, apportera les mêmes épreuves et d'autres encore auxquelles tu n'as même pas pensé. Dans le Far West, la survie n'était jamais garantie. Elle se gagnait jour après jour, heure après heure, à travers des épreuves que peu de gens modernes peuvent comprendre. La lumière du matin filtre à travers les fissures des murs de ta cabane et te réveille d'un sommeil agité. Ton corps souffre du matelas dur, mais tu n'as pas le temps de rester allongé. Le Far West n'attend personne. En te levant, tu te rappelles la dure introduction de la veille à la vie de la frontière et tu te demandes quels nouveaux défis t'attendent aujourd'hui. Disons que tu décides de quitter la ville pour voyager à travers la frontière, que tu ailles vers une autre colonie, que tu rejoignes un convoi vers l'ouest ou que tu explores simplement. Voyager dans les années 1870 était une expérience complètement différente de ce que tu connais. La bonne nouvelle, c'est qu'à cette époque, le chemin de fer transcontinental était terminé, reliant la côte est et la côte ouest des États-Unis. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à moins d'être relativement riche ou de voyager entre de grandes villes, tu ne pouvais probablement pas te le permettre. La plupart des gens voyageaient à cheval, en chariot ou simplement à pied. Si tu avais un cheval, considère-toi chanceux. Les chevaux coûtaient cher à acheter et à entretenir, hors de portée pour beaucoup de colons. Un bon cheval pouvait coûter l'équivalent de plusieurs mois de salaire. Ensuite, il fallait des selles, des brides, de la nourriture et des soins vétérinaires. Bien que soins vétérinaires signifiait souvent abattre l'animal s'il se cassait une jambe ou attrapait certaines maladies. Monter à cheval n'était pas une partie de plaisir. Les selles des années 1870 étaient faites pour la fonction, pas pour le confort. Passer des heures en selle laissait même les cavaliers expérimentés avec des cloques et des muscles endoloris. Et si ton cheval s'effrayait d'un serpent ou d'un bruit soudain, ce qui arrivait souvent,
Tu pouvais facilement être désarçonné et te casser des os, loin de toute aide. Si tu ne pouvais pas te payer à cheval, tu pouvais voyager en chariot. Oublie l'image romantique des pionniers traversant joyeusement les prairies. Le voyage en chariot était brutalement inconfortable. Ces véhicules n'avaient aucune suspension autre que le léger jeu des roues en bois, ce qui faisait que tu ressentais chaque pierre, chaque ornière, chaque trou sur le chemin. Les secousses constantes provoquaient un mal de route semblable au mal de mer, rendant les voyageurs nauséeux et misérables. Les routes, quand elles existaient, n'étaient que de simples pistes tracées par d'autres voyageurs. Après la pluie, elles devenaient des bourbiers, où les chariots pouvaient s'enfoncer jusqu'aux essieux. Pendant les périodes sèches, la poussière était si épaisse qu'on pouvait à peine respirer ou voir. Les chariots se cassaient fréquemment, avec des roues fêlées ou des essieux brisés à des kilomètres du moindre village. Disons que tu décides de voyager jusqu'en Californie ou en Oregon. Tu rejoins un convoi sur le célèbre Oregon Trail. Ce trajet de 3200 km était l'une des entreprises les plus périlleuses du 19e siècle. Parmi les 400 000 personnes environ qui ont tenté l'aventure entre les années 1840 et 1860, on estime qu'1 sur 10 n'a pas survécu. L'Oregon Trail était parfois appelé le plus long cimetière de la nation. Certains historiens estiment qu'en moyenne, 10 à 15 personnes mouraient hors chaque mile de piste. Imagine, une tombe tous les 100 mètres sur 3200 km. Le chemin était bordé de croix de fortune et de pierres, souvent sans nom, car les familles devaient enterrer leurs proches puis reprendre immédiatement la route. La maladie était le premier tueur sur l'Oregon Trail. Le choléra, transmis par de l'eau contaminée, était particulièrement dévastateur. Cette maladie entraînait diarrhée et vomissements si violents qu'une personne pouvait être en bonne santé au petit déjeuner et morte au dîner. Il n'y avait aucun traitement efficace. Parfois, une seule épidémie tuait des dizaines de voyageurs d'un même convoi. D'autres maladies comme la dysenterie, la fièvre typhoïde ou la fièvre des montagnes faisaient des ravages. Les enfants étaient particulièrement vulnérables. Beaucoup de familles en perdaient plusieurs au cours du voyage. Les soins médicaux étaient rudimentaires et se limitaient souvent à des remèdes de fortune qui n'aidaient pas vraiment, voire aggravaient la situation. Traverser les rivières représentait un autre danger mortel. Les chariots n'étaient pas faits pour flotter, mais les pionniers devaient franchir de nombreux cours d'eau. Certains disposaient de bacs ou de gués, mais beaucoup exigeaient de faire flotter le chariot comme un radeau. Souvent, les chariots chaviraient, noyant des gens et du bétail et détruisant des provisions précieuses. Les rivières Platte, Columbia et Snake ont emporté des centaines de vies pendant la migration. Contrairement à ce qu'on croit, les attaques amérindiennes étaient relativement rares. La plupart des tribus aidaient les migrants en leur offrant nourriture, conseils ou assistance pour franchir les rivières. La majorité des morts violentes venaient d'accidents, écrasements par les roues, noyades ou coups mortels d'animaux de trait. Les accidents d'armes à feu étaient aussi courants, car la plupart des voyageurs n'avaient aucune expérience des armes, mais en portaient pour chasser ou se défendre. Le poids psychologique du voyage était énorme. Les familles enterraient enfants, parents ou conjoints, puis devaient repartir immédiatement. Pas de temps pour le deuil. Chaque jour perdu réduisait les chances de franchir les montagnes avant les neiges. Le stress constant, la tristesse et la souffrance physique poussaient certains à la folie. Le suicide n'était pas rare parmi les migrants. Et même si tu survivais jusqu'en Californie ou en Oregon, les épreuves n'étaient pas finies. Beaucoup arrivaient ruinés, mal nourris et malades, pour découvrir que la terre promise avait elle-même de dures réalités. Mais disons que tu ne pars pas si loin. Peut-être vas-tu seulement vers une petite ville voisine. Même les courts trajets dans le Far West étaient dangereux. Les voyageurs pouvaient tomber sur des bandits qui voyaient en eux des cibles faciles. Les attaques de diligence n'étaient pas aussi fréquentes que dans les films, mais assez régulières pour être redoutées.
La nature représentait aussi un danger constant. Les crues soudaines pouvaient emporter des pistes et piéger les voyageurs. La chaleur d'été dans les régions désertiques tuait par déshydratation et insolation. Les tempêtes de neige piégeaient régulièrement des voyageurs, causant des morts par le froid ou des situations désespérées comme celle de la tragique expédition Donnée, où les survivants eurent recours au cannibalisme. La navigation, sans carte détaillée, était elle aussi un défi. Les voyageurs dépendaient de repères imprécis ou de guides parfois peu fiables. Se perdre pouvait signer une condamnation à mort, surtout si les provisions manquaient. Enfin, en voyageant, tu découvres un aspect de la frontière que les films montrent rarement, sa diversité. Le Far West n'était pas peuplé uniquement de cow-boys blancs, c'était un carrefour de cultures. Les Chinois travaillaient comme ouvriers du rail, mineurs et commerçants. Les familles mexicaines vivaient déjà dans le sud-ouest, bien avant qu'ils ne deviennent territoire américain. Les cow-boys noirs représentaient jusqu'à 25% de la main-d'œuvre dans certains ranchs. Des immigrés allemands, irlandais, italiens et scandinaves apportaient leurs traditions. Et bien sûr, des dizaines de nations amérindiennes vivaient sur ces terres depuis des milliers d'années. Cette diversité, pourtant, ne voulait pas dire égalité ou harmonie. La violence raciale était courante dans la vie des frontières. Les ouvriers chinois du chemin de fer subissaient une discrimination brutale et devaient souvent accepter les travaux les plus dangereux pour un salaire plus bas que les travailleurs blancs. Les propriétaires mexicains perdèrent souvent leurs terres à cause de manipulations légales ou de vols directs après la guerre américano-mexicaine. Les Afro-Américains qui venaient vers l'Ouest pour fuir la discrimination du Sud trouvaient souvent un racisme différent mais tout aussi présent. Malgré leur contribution importante dans l'élevage, les mines et la construction des communautés, ils étaient exclus des opportunités économiques et sociales. Pour les Amérindiens, l'expansion des colons blancs fut catastrophique. La population indigène d'Amérique du Nord, autrefois environ 15 millions de personnes, était tombée à moins de 300 000 en 1900. Maladies, guerres, déplacements forcés et destruction de leurs ressources, surtout le bison, ont détruit de nombreuses tribus. Les politiques du gouvernement américain poussaient systématiquement les Amérindiens hors de leurs terres vers des réserves, souvent sur des sols pauvres et sans ressources. Les traités étaient régulièrement violés dès que des richesses étaient découvertes sur leurs terres. Les enfants amérindiens étaient arrachés à leurs familles et envoyés dans des pensionnats où l'on voulait effacer leur culture, avec l'idée « tuer l'Indien, sauver l'homme ». Les films plus tard ont présenté une image fausse des cow-boys contre Indiens, alors qu'en réalité beaucoup de nations indigènes essayaient d'abord de s'adapter. La violence arrivait souvent après des traités non respectés ou des provocations. Ensuite, parlons des femmes dans l'Ouest. Contrairement aux films où elles sont des demoiselles fragiles, la réalité était bien différente. Les femmes de la frontière travaillaient dur physiquement tout en subissant de fortes contraintes sociales. Sur les fermes, elles s'occupaient non seulement des tâches domestiques comme la cuisine, le ménage, les enfants et les vêtements, mais elles travaillaient aussi aux champs, gardèrent les animaux et défendèrent la maison si nécessaire. Leur journée commençait avant l'aube et se terminait tard dans la nuit, sans vrai repos. Une femme pouvait labourer le matin, aider une voisine à accoucher à midi, repousser des prédateurs l'après-midi et préparer encore les repas le soir. Beaucoup devenaient veuves jeunes et devaient gérer seules la ferme ou un commerce avec des enfants. Malgré leur rôle essentiel, elles avaient très peu de droits, pas de vote, pas de propriété indépendante si mariées, pas la garde de leurs enfants en cas de divorce. La violence domestique était considérée comme une affaire privée. Pour les femmes non mariées, les choix étaient limités. L'enseignement était une des seules professions respectables, mais les institutrices gagnaient moins que les hommes et devaient souvent quitter leur poste après mariage. Certaines trouvaient une indépendance grâce à des pensions comme infirmières ou couturières. D'autres, appelées colombes souillées, prostituées, travaillaient dans les saloons et bordels. Contrairement à l'image romantique plus tard, leur vie était dure. Pauvreté, violence, drogue et maladie. Même celles qui gagnaient de l'argent étaient rejetées socialement. Cependant, la rareté des femmes dans l'Ouest donnait parfois plus de choix en mariage ou un meilleur statut. Certains territoires comme le Wyoming et l'Utah accordèrent aux femmes le droit de vote bien avant le 19e amendement, reconnaissant leur rôle crucial. Maintenant, parlons de la loi. Le mythe du Far West sans loi est exagéré. Dans les grandes villes, il y avait une police organisée, mais dans les campagnes immenses, la protection était faible. Un shérif pouvait être responsable de milliers de kilomètres carrés, sans pouvoir patrouiller partout. Il faisait appel aux citoyens pour former des groupes armés en cas de besoin. Les marshals et shérifs travaillaient souvent dans des conditions dangereuses, mal payées, et certains abusaient du pouvoir. Les marshals fédéraux, eux, s'occupaient des grands crimes comme le vol de courrier ou la fausse monnaie, mais ils étaient très peu nombreux.
L'image du duel rapide au revolver est un mythe. La violence était plus banale. Bagarres dans les bars, disputes de terre, violences domestiques. Les peines étaient sévères. La pendaison était fréquente pour meurtre, viol ou même vol de chevaux. Les prisons existaient, mais étaient sales et dangereuses. Souvent, les communautés préféraient une exécution rapide plutôt qu'un emprisonnement long. Le soir arrivait et vous cherchiez un abri pour la nuit. Avec de la chance, vous pouviez trouver un hôtel ou une pension. Ne t'attends pas au luxe. Les hébergements de la frontière étaient très simples. Une chambre d'hôtel typique avait juste un lit, parfois rempli de punaises, une petite table avec une cruche et un bassin, et peut-être une chaise. Les toilettes étaient dehors, partagées par tous les clients. L'intimité était presque inexistante. Les murs étaient fins et on entendait tout ce que faisaient ou disaient les voisins. Dans les lieux les plus fréquentés, il arrivait même de partager un lit avec un inconnu. Les draps n'étaient pas toujours changés et la lumière venait seulement de bougies ou de lampes à huile. Une nuit coûtait entre 25 cents et $1, ce qui représentait plusieurs heures de travail pour un ouvrier moyen. Beaucoup préféraient dormir dans les granges, les écuries ou même sous les étoiles pour économiser de l'argent, malgré les risques. Dans les zones reculées, on campait dehors. Il fallait trouver du bois pour le feu, préparer un repas avec peu de provisions et dormir à même le sol, presque sans protection contre le froid, les animaux ou la météo. Les peuples autochtones et les éclaireurs savaient camper en sécurité, mais les colons, eux, faisaient souvent des erreurs dangereuses. Un feu trop grand pouvait déclencher un immense incendie. Trop petit, il ne protégeait pas du froid. Mal cuisiné sur un feu donnait souvent des repas brûlés ou crus. La nuit, le silence était angoissant. On entendait les coyotes au loin, les oiseaux inconnus et le vent dans les arbres. Beaucoup de voyageurs dormaient mal, non seulement à cause de l'inconfort, mais aussi de la peur. Des attaques, bien que rares, pouvaient arriver à l'aube. Les prédateurs, loups, ours, pumas, approchèrent parfois des camps pour chercher de la nourriture. Les serpents et scorpions pouvaient aussi venir se réchauffer dans les couvertures. Même sans vrai danger, la peur constante épuisait les voyageurs. Dans leurs journaux, beaucoup disaient être fatigués non seulement par le travail, mais aussi par la vigilance permanente. Pour un homme moderne habitué aux serrures, aux alarmes et à la sécurité des villes, dormir ainsi paraîtrait insupportable. Chaque nuit passée vivant était déjà une victoire dans l'Ouest sauvage. Au matin, après avoir survécu, on se demandait quelle serait la prochaine étape. Peut-être tenter sa chance dans une ville minière, attiré par les histoires d'or et d'argent. On racontait que des hommes ordinaires trouvaient des pépites énormes et devenaient riches en une nuit. Mais la réalité était bien plus dure. Pour devenir mineur, il fallait d'abord trouver un terrain libre, de plus en plus rare dans les années 1870. Ensuite, il fallait enregistrer la parcelle et payer des frais élevés. Puis venait le vrai travail, chercher de l'or dans les rivières glacées. Les mains saignaient, le dos faisait mal, et la récompense n'était souvent que quelques grains de poussière d'or. Dans les mines profondes, c'était encore pire. Les éboulements, le manque d'air, les explosions mal contrôlées tuaient de nombreux hommes. Ceux qui survivaient souffraient de maladies graves à cause de la poussière et des produits toxiques comme le mercure. Les mineurs travaillaient 10 à 12 heures par jour pour 2 à 3 $, souvent moins que les commerçants ou les prostituées de la ville. Les villes minières, elles, étaient réputées pour être violentes et dangereuses. Imaginez une communauté composée surtout de jeunes hommes célibataires, occupés à un travail dangereux, avec très peu de femmes, de familles ou d'institutions pour apporter de l'ordre. La consommation d'alcool était énorme. En moyenne, un habitant d'un camp minier buvait plusieurs fois plus d'alcool qu'un Américain d'aujourd'hui. La violence était fréquente. Bagarres, coups de couteau et fusillades arrivaient régulièrement. L'hygiène dans les camps miniers était terrible, avec presque aucune planification ou infrastructure. Les déchets humains et les ordures s'accumulaient dans les rues et les rivières. La typhoïde, le choléra et la dysenterie se propageaient rapidement. Pendant les mois chauds, l'odeur devenait insupportable et les nuées de mouches transmettaient des maladies de la saleté à la nourriture. Si vous aviez la chance de trouver un minerai précieux, il fallait encore réussir à le transformer en argent. Les banques, dans le Far West, étaient très primitives et souvent malhonnêtes. Beaucoup de villes minières n'avaient aucune banque, ce qui forçait les mineurs à transporter de l'or ou de la poussière d'or sur eux, une cible idéale pour les voleurs. Certains saloons ou magasins rachetèrent l'or, mais à des prix bien en dessous de sa valeur réelle, profitant des options limitées des mineurs. Là où il existait des banques, elles fonctionnaient sans véritable contrôle.
Les faillites étaient courantes, effaçant en un instant toutes les économies des clients. Certains banquiers étaient de simples escrocs. Ils ouvraient une boutique, prenaient les dépôts, puis disparaissaient avec l'argent. Sans monnaie garantie par l'État, les billets étaient imprimés par des banques privées et leur valeur changeait selon la réputation de chaque établissement. Les faux billets circulaient largement et même les commerçants expérimentés pouvaient être trompés. La forme de monnaie la plus sûre restait les pièces d'or ou d'argent, mais les transporter faisait de vous une cible pour les bandits. Peut-être, après avoir réfléchi aux dangers et aux désillusions de la mine, décidiez-vous de tenter votre chance dans l'élevage. L'industrie bovine connaissait un grand boom dans les années 1870, car la demande de viande dans les villes de l'Est créait des opportunités. Cela paraissait plus sain et plus rentable. Mais l'élevage amenait aussi ses propres dangers. Fonder un ranch nécessitait beaucoup de capital, terre, bétail, matériel, bâtiments. La plupart des débutants s'endettaient profondément, misant tout sur la météo et les prix du marché. Mais la nature avait ses propres plans. La sécheresse desséchait les pâturages et les points d'eau, forçant les éleveurs à voir leurs troupeaux mourir ou à vendre à perte. Les hivers rigoureux pouvaient tuer des troupeaux entiers, comme lors du terrible hiver de 1886-1887, où jusqu'à 90% du bétail mourut de froid et de faim. Les maladies pouvaient aussi décimer les troupeaux. La fièvre du Texas, l'anthrax et d'autres infections n'avaient aucun traitement efficace. Les loups et les cougars attaquaient sans cesse les veaux. Les plantes toxiques, les sables mouvants et les accidents ajoutaient encore aux pertes. Les célèbres cattle drives, ces grandes transhumances vers les gares ferroviaires, n'étaient pas des aventures romantiques, mais de longues épreuves dangereuses. Les cowboys, pas les héros des films, mais de jeunes ouvriers mal payés, travaillaient jusqu'à 20 heures par jour, dormant à peine quelques minutes sur leur selle. Les risques étaient constants. Les traversées de rivières pouvaient virer au désastre si le bétail paniquait, noyant bêtes et hommes. Les stampeds, déclenchés par un éclair ou un simple bruit, transformaient des milliers de bêtes de 700 kilos en une masse incontrôlable. Les cow-boys piétinés mouraient souvent sur le coup. Leur vie était loin de la liberté chantée par le mythe de l'Ouest. Ils gagnaient environ 30 $ par mois pour un travail épuisant et dangereux. La plupart étaient très jeunes, souvent des adolescents issus de familles pauvres. Beaucoup étaient noirs, mexicains ou métis, subissant le racisme et le manque d'opportunités. Leur nourriture se limitait aux haricots, aux porcs salés et aux biscuits secs, presque sans produits frais. Les soins médicaux n'étaient que des remèdes de fortune. Les blessures, fréquentes, s'infectaient et devenaient fatales. Beaucoup de cow-boys mouraient, jeunes, d'accidents, de maladies ou de violences. Alors peut-être que l'élevage ne vous tente pas. Et l'agriculture, cultiver la terre, activité essentielle de l'humanité, devait être plus stable, non ? La loi du Homestead Act de 1862 ouvrait gratuitement 160 acres de terre à ceux qui acceptaient d'y vivre et de les exploiter pendant 5 ans. Une chance unique de devenir propriétaire, pensait-on. Mais la réalité était beaucoup plus dure. D'abord, 160 acres pouvaient sembler grands, mais dans les régions arides, cela suffisait rarement à nourrir une famille. Les méthodes de culture traditionnelles ne marchaient pas dans ces terres sèches, et beaucoup de colons ignoraient les techniques adaptées. Construire une ferme exigeait un effort immense. La première étape était souvent de bâtir une maison en motte de terre, faute de bois disponible. Ces abris sombres et humides laissaient passer la pluie, abritaient insectes et serpents, et demandaient un entretien constant. Puis venait le travail exténuant de labourer la prairie. Les racines épaisses de l'herbe, formées pendant des siècles, rendèrent la tâche presque impossible avec l'outillage de l'époque. Il fallait parfois plus d'1 an pour préparer quelques acres seulement. Ce travail brisait littéralement le corps des colons. Et une fois les semis faits, les dangers restaient nombreux. Sécheresse, pluie torrentielle, gelée précoce. Les criquets arrivaient par millions, dévorant tout sur leur passage, même les manches des outils abandonnés dans les champs. La maladie frappait aussi les familles, et sans aide ni voisins proches, tomber malade au mauvais moment pouvait signifier la ruine ou la faim. Les femmes travaillaient aux champs jusqu'au dernier jour de grossesse et reprenaient juste après l'accouchement, au péril de leur santé. Les accidents agricoles étaient fréquents et souvent mortels. Les outils faits maison se cassaient et causèrent des blessures. Les animaux, pris de panique, piétinaient parfois leurs gardiens. Même les récoltes réussies pouvaient devenir mortelles. De nombreux fermiers sont morts en tombant dans des silos à grains, étouffés dans le blé, ou quand les bâtiments de stockage mal construits s'effondraient sous le poids. L'isolement des fermes de la frontière pesait lourd psychologiquement. Les voisins vivaient parfois à des kilomètres, et on ne les voyait que rarement. Les femmes souffraient particulièrement de cette solitude, certaines passant des mois sans parler à quelqu'un en dehors de leur famille proche. Dépression, anxiété et ce qu'on appelait alors la folie des prairies touchaient de nombreux colons, provoquant parfois l'abandon des fermes ou même des suicides.
Pour ceux qui persistaient et réussissaient à produire des récoltes, les problèmes économiques restaient énormes. Le transport vers les marchés coûtait cher et était difficile. Sans réfrigération, les produits frais devaient être vendus rapidement ou conservés. Les grandes compagnies agricoles et ferroviaires utilisaient leur pouvoir pour maintenir les prix bas et les coûts de transport élevés, étranglant ainsi les petits fermiers. Dans les années 1870, une autre option apparaissait, travailler pour un salaire dans les villes en pleine croissance. C'était peut-être un chemin plus sûr et plus stable que les risques de l'élevage, de l'agriculture ou des mines. Mais le travail salarié avait ses propres dangers. Les normes de sécurité n'existaient presque pas. Les ouvriers des usines, moulins ou ateliers subissaient de terribles accidents avec des machines non protégées. Les ouvriers du bâtiment construisaient des structures de plus en plus hautes, sans harnais ni équipement, entraînant de nombreuses chutes mortelles. Le travail sur les chemins de fer était particulièrement dangereux. Les poseurs de rails travaillaient avec très peu d'outils, dans des conditions brutales, souffrant de blessures, de coups de chaleur et d'épuisement. Les ouvriers chinois, qui ont construit une grande partie du chemin de fer transcontinental, recevaient souvent les tâches les plus risquées, comme manipuler des explosifs instables pour traverser les montagnes. Les journées de travail étaient longues, 10 à 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Les salaires étaient très bas, juste de quoi survivre. Le travail des enfants était courant. Des enfants de 8 ou 9 ans travaillaient aux côtés des adultes, subissant encore plus d'accidents à cause de leur petite taille et de leur manque d'expérience. Les travailleurs n'avaient presque aucune protection légale. Les employeurs pouvaient licencier sans raison, baisser les salaires ou même ne pas payer du tout. Ceux qui se plaignaient ou essayèrent de s'organiser risquaient d'être blacklistés, marqués comme fauteurs de troubles que plus personne ne voulait embaucher. Les company towns, villes entières appartenant à une seule entreprise, étaient fréquentes dans les régions minières et forestières. Les ouvriers y payaient des prix très élevés dans les magasins de l'entreprise, vivaient dans des logements de l'entreprise et parfois étaient payés en script, une monnaie interne au lieu de vrai argent. Cela créait une forme d'esclavage par la dette, empêchant les travailleurs de s'en sortir. Que vous soyez mineur, éleveur, fermier ou ouvrier, la vie à la frontière marquait profondément votre quotidien. Le rapport au temps était très différent d'une autre. Pas de minutes précises ni d'horaires rigides, mais une vie dictée par la lumière du jour, les saisons et les rythmes naturels. Sans électricité, on se levait à l'aube et on se couchait après le coucher du soleil. Les journées de travail s'allongeaient ou se réduisaient selon la saison. Le travail n'était pas mesuré en 8 heures, mais en tâches à accomplir. Labourer un champ, déplacer du bétail ou extraire des minerais. Pendant les récoltes, on travaillait de l'aube à la nuit tombée, parfois plusieurs semaines d'affilée. L'hiver, les fermiers connaissaient parfois des périodes plus calmes. La ponctualité n'avait que peu de sens dans ce monde. Avec peu d'horloges et peu de besoins précis, on vivait à peu près le matin ou après le dîner, suffisait comme rendez-vous. Les diligences, puis les trains, ont introduit des horaires plus précis, mais en dehors de ça, la vie suivait un rythme souple. Les loisirs et divertissements étaient simples. Après de longues journées de travail, il ne restait plus d'énergie pour des activités compliquées. On se retrouvait autour du feu pour discuter, raconter des histoires ou jouer aux cartes. La musique était populaire quand des instruments étaient disponibles, comme le violon, l'harmonica ou la guitare, souvent pour accompagner des danses. La lecture était rare et précieuse. Un seul livre pouvait circuler de famille en famille ou être lu à voix haute pour tout un groupe. Les journaux, quand ils arrivaient, étaient lus et relus, chaque détail étudié. Les sports existaient, mais en version rudimentaire. Le baseball commençait à se répandre, joué avec peu de matériel sur des terrains improvisés. Les courses de chevaux, la lutte et les concours de tir servaient à la fois de divertissement et d'entraînement. Les enfants jouaient à des jeux sans équipement, cache-cache, chat ou des variantes de balles avec des bâtons et objets trouvés. Les fêtes et célébrations communautaires étaient des moments essentiels. Le 4 juillet pouvait rassembler des gens venus de kilomètres à la ronde pour des pique-niques, des discours, des jeux et des danses. Les fêtes des récoltes marquaient la fin d'un travail vital. Les fêtes religieuses apportaient à la fois une signification spirituelle et des pauses bienvenues dans la routine. À la tombée de la nuit, on ressentait le poids des difficultés de la vie à la frontière. Tout demandait plus d'efforts, plus de risques, et offrait moins de confort qu'aujourd'hui. Ceux qui ont survécu possédaient une endurance physique incroyable, des compétences pratiques pour toutes sortes d'urgences, et une force mentale impressionnante face aux pertes et aux épreuves. La nuit tombait dans un silence profond, pas de voiture, pas de machine, juste le vent, les insectes, et parfois le cri d'un oiseau nocturne. Ce calme total, si étrange pour nous, était le bruit de fond des nuits à la frontière, tantôt rassurant, tantôt angoissant. On se demande alors, auriez-vous survécu ici, non pas un jour, mais des années entières?
Les pionniers de l'Ouest américain n'étaient pas des héros idéalisés, mais des gens ordinaires, affrontant des conditions extrêmes avec les moyens de leur époque. Leur histoire est une leçon de résistance humaine. Et pourtant, une beauté unique existait. Le ciel nocturne, pur et rempli d'étoiles, avec la voie lactée déployée au-dessus de leur tête, un spectacle que peu de gens connaissent encore aujourd'hui à cause de la pollution lumineuse. Le matin revenait toujours, avec lui la faim, compagne constante dans l'Ouest. L'alimentation des années 1870 n'avait rien à voir avec la variété et la facilité de nos repas modernes. La bonne nouvelle, le gibier était encore abondant dans certaines régions. Cerfs, élans, lapins, oiseaux pouvaient compléter l'alimentation. La mauvaise, la chasse nécessitait des munitions, coûteuses et utiles aussi pour la défense. Elle demandait aussi du temps, un luxe que beaucoup de colons n'avaient pas pendant les saisons chargées. La plupart des familles de la frontière vivaient grâce aux aliments qu'elles pouvaient cultiver, conserver ou acheter en grande quantité. Les bases de leur régime étaient les haricots, le maïs et le porc. Ces aliments donnaient beaucoup de calories, mais ils étaient monotones et incomplets sur le plan nutritionnel. Les fruits et légumes frais n'étaient disponibles que quelques mois par an, et en hiver, il n'y en avait souvent pas du tout. Ce manque de variété provoquait de graves carences. Le scorbut, causé par le manque de vitamine C, était fréquent en hiver et au début du printemps. Les symptômes, comme les gencives qui saignent, les dents qui se déchaussent, les douleurs aux articulations et parfois la mort, étaient un bien connu, mais difficiles à éviter avec les ressources de l'époque. D'autres maladies de carence ralentissaient la croissance des enfants et provoquaient des problèmes chroniques chez les adultes. La conservation des aliments était un défi constant et une compétence vitale. Sans réfrigération, la viande devait être mangée rapidement ou préservée par fumage, salage ou séchage. Ces méthodes empêchaient la croissance des bactéries, mais elles changeaient fortement le goût et réduisaient la valeur nutritive. La forte quantité de sel provoquait aussi de l'hypertension et d'autres problèmes de santé. Les femmes passaient beaucoup de temps à conserver les aliments quand ils étaient abondants, pour les utiliser pendant les périodes de pénurie. Les légumes étaient mis dans du vinaigre ou fermentés. Les fruits étaient séchés ou conservés avec du sucre quand il y en avait. Les légumes racines pouvaient être stockés dans des caves fraîches sous terre. Ces efforts n'étaient pas un choix, mais un travail de survie indispensable pour passer l'hiver. Le stockage posait aussi des problèmes. Bien préparés, les aliments pouvaient durer des mois, mais de mauvaises techniques entraînaient la pourriture ou même des intoxications mortelles. De plus, les réserves attiraient les nuisibles. Les rats, les souris et les insectes mangeaient une partie de la nourriture et laissaient leurs excréments. La plupart des familles acceptaient qu'il y ait des restes d'insectes ou de crottes de rongeurs dans leur farine, leurs haricots et autres provisions. La cuisine était aussi beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Les repas se préparaient sur des foyers ouverts ou des poêles à bois qui demandaient une surveillance constante et beaucoup de combustible. Dans les régions de prairies où le bois était rare, femmes et enfants passaient des heures à ramasser des bouses séchées ou de l'herbe tressée pour alimenter le feu. L'eau devait être transportée des puits ou des rivières, souvent des centaines de kilos par jour, pour cuisiner, nettoyer et boire. Malgré tout ce travail, les repas restaient simples et répétitifs. Les épices coûtaient cher et étaient rarement utilisées. Le sucre et le café étaient des trésors, réservés aux grandes occasions. Le lait frais n'existait que si une famille possédait une vache, et seulement quand elle produisait. Ainsi, la plupart des enfants grandissaient avec un régime monotone qui choquerait les nutritionnistes modernes. Pourtant, l'obésité était rare à la frontière. La nourriture était limitée, le sucre peu consommé, et le travail physique constant gardait les gens minces. Mais cette minceur n'était pas toujours synonyme de bonne santé, car beaucoup souffraient de malnutrition malgré assez de calories. Au-delà de la nourriture, la vie sur la frontière posait d'autres défis, surtout pour les enfants. Si tu étais né dans le Far West, ton enfance aurait été très différente d'aujourd'hui. Au XIXe siècle, l'enfance n'était pas vue comme maintenant. Dès l'âge de 6 ou 7 ans, les enfants devaient aider réellement à la survie de la famille. Ce n'étaient pas de simples corvées éducatives, mais une contribution économique essentielle. Les plus jeunes gardaient les animaux, ramassaient les œufs, cueillaient les légumes, surveillaient les petits frères et sœurs et faisaient beaucoup de tâches pour libérer les adultes aux travaux plus lourds. Vers 10 ou 12 ans, les enfants travaillaient presque comme des adultes. Les garçons suivaient leurs pères au champ, à l'étable ou à l'atelier, apprenant par la pratique directe. Les filles travaillaient avec leur mère, apprenant les compétences complexes nécessaires, fabriquer des vêtements, conserver la nourriture, faire des bougies et du savon.
Les enfants n'étaient pas protégés des réalités dures de la vie. Ils voyaient les naissances, les morts, l'abattage des animaux et parfois les conflits violents des communautés. On attendait d'eux qu'ils comprennent et s'adaptent à cela. L'éducation, au sens moderne, était limitée et irrégulière. Dans certaines villes, il y avait des écoles quelques mois par an, surtout en hiver quand il y avait moins de travail agricole. Un seul maître, souvent peu instruit lui-même, enseignait à des élèves de 5 à 17 ans dans une seule pièce. Les conditions physiques étaient difficiles, bâtiments mal isolés, froid glacial en hiver et chaleur étouffante en été. Les fournitures étaient rares, quelques livres partagés, des ardoises qu'on devait réutiliser et très peu de papier, considéré comme précieux. La discipline reposait surtout sur les punitions corporelles, avec coups de fouet ou de bâton pour des fautes aussi petites que chuchoter ou oublier une leçon. Dans les régions plus éloignées, l'école n'existait parfois pas du tout. Certaines familles faisaient l'éducation à la maison avec les livres qu'elles avaient, mais beaucoup d'enfants n'apprenaient que la lecture et le calcul de base. Leur école était surtout la vie pratique, comment prédire le temps, suivre les traces des animaux, préparer la terre pour planter, soigner les blessures courantes et accomplir toutes les tâches nécessaires à la survie. La mortalité des enfants était très élevée. Environ 1 enfant sur 4 mourait avant d'atteindre l'âge adulte, surtout dans les 5 premières années. Des maladies qu'on soigne facilement aujourd'hui, comme la rougeole, la diphtérie, la scarlatine ou la coqueluche, tuaient ou handicapaient beaucoup de jeunes. Les accidents étaient aussi fréquents, car à l'époque, la sécurité des enfants n'était pas une priorité. Cette réalité marquait profondément les familles. Les enfants grandissaient souvent en voyant leurs frères ou sœurs mourir. Les parents s'attendaient à perdre des enfants et redonnèrent parfois le même prénom à un nouveau-né si un autre était mort jeune. C'est étrange pour nous aujourd'hui, mais pour eux, c'était une façon de vivre avec la mort, qui faisait partie du quotidien. La médecine de l'époque illustre bien la différence entre le Far West et notre monde moderne. Dans les années 1870, tomber malade ou se blesser n'avait rien à voir avec l'hôpital d'aujourd'hui. Les médecins étaient rares et souvent peu formés. Beaucoup avaient seulement fait un petit apprentissage ou quelques mois d'école de médecine. Leurs connaissances étaient limitées et basées sur des théories anciennes comme l'équilibre des humeurs héritées du Moyen Âge. Sans vrais médecins, les gens se soignaient surtout avec des remèdes maison et la médecine populaire. Chaque communauté avait des guérisseuses, souvent des femmes, qui utilisaient des plantes et des savoirs hérités de diverses cultures. Certaines plantes fonctionnaient, mais beaucoup de traitements étaient inefficaces, voire dangereux. Parmi les pratiques courantes, la saignée, qui affaiblissait les malades, des purges violentes pour chasser les mauvaises humeurs, et des onguents qui, au lieu de guérir, apportèrent des infections. On utilisait aussi beaucoup le laudanum, opium liquide, pour calmer la douleur, ce qui causait souvent des addictions. Le mercure servait aussi de médicament malgré sa toxicité. En plus, il n'y avait pas de contrôle sur les médicaments vendus. Certains étaient trop forts, d'autres trop faibles, et beaucoup contenaient de l'alcool ou des produits dangereux. En général, le manque de nourriture équilibrée, le travail physique constant, l'absence de prévention et les traitements primitifs faisaient que la santé des pionniers ressemblait plus à celle des pays pauvres d'aujourd'hui qu'à celle de l'Amérique moderne. L'espérance de vie ne dépassait pas 40 ans, et ceux qui survivaient à l'enfance avaient souvent des maladies chroniques dès la cinquantaine. Mais la difficulté n'était pas seulement physique. L'isolement pesait énormément sur le moral. Sans téléphone ni Internet, les communications se faisaient seulement par courrier et les lettres mettaient des semaines ou des mois à arriver. Les nouvelles arrivaient lentement, parfois déformées, et certains événements n'étaient reconnus que longtemps après. Cela créait un monde très local, centré sur la communauté immédiate. Pour beaucoup, surtout les femmes habituées à la famille et aux amis, la solitude était terrible. Les maris partaient parfois plusieurs jours pour travailler et elles restaient seules, sans personne avec qui parler. Cette solitude provoquait ce qu'on appelait la folie des plaines, de graves dépressions, de l'anxiété, parfois même des psychoses. Certaines personnes devenaient violentes, d'autres se suicidaient ou abandonnaient leur maison pour retourner à l'Est. Même dans les villages, la vie sociale était limitée. Pour visiter un voisin, il fallait parfois marcher ou monter à cheval plusieurs kilomètres. Les fêtes et les rassemblements étaient rares, souvent liés à l'église, aux saisons ou aux travaux collectifs comme la construction de granges. L'église avait un rôle énorme. Ce n'était pas seulement un lieu religieux, mais aussi une école, un lieu de rencontre et d'entraide. Même ceux qui n'étaient pas très croyants participaient parce que cela créait du lien social.
Les prêtres et pasteurs faisaient souvent bien plus que prêcher. Ils servaient aussi de professeurs, de médiateurs et d'organisateurs de la communauté. La création d'écoles, d'églises ou de mairies montrait qu'un endroit passait du simple camp de fortune à une vraie ville. Ces institutions donnaient une identité collective et un avenir partagé. Les gens créaient aussi des formes d'entraide, construction collective des maisons ou des granges, récoltes faites ensemble, recherches organisées pour retrouver un enfant perdu. Personne ne pouvait survivre seul. L'individualisme était important pour la vie de tous les jours, mais la solidarité était essentielle pour les grandes épreuves. Ce mélange a marqué la culture du Far West et continue d'influencer la mentalité américaine encore aujourd'hui. À la fin d'une journée dans l'Ouest sauvage, on comprend la force mentale et émotionnelle qu'il fallait pour supporter une telle vie, jour après jour. Les gens qui peuplèrent la frontière américaine n'étaient pas des surhommes. Ils souffraient, luttaient et parfois s'effondraient sous la pression incessante de leur environnement. Mais beaucoup s'adaptèrent et persévérèrent, développant des compétences et des perspectives qui leur permirent de trouver du sens et même de la joie au milieu des difficultés. L'obscurité retombe autour de vous une fois de plus, apportant avec elle le profond silence de la nuit pré-industrielle. Les expériences de la journée vous ont donné un aperçu d'un monde à la fois familier et totalement étranger. Un monde où la survie exigeait une vigilance constante, où le confort était rare et le luxe presque inexistant, où la mort était un compagnon quotidien plutôt qu'un étranger lointain. Alors que le sommeil approche, vous vous interrogez sur les personnes qui ont choisi cette vie ou à qui elle a été imposée par les circonstances. Qu'est-ce qui les poussait vers l'Ouest? Qu'est-ce qui les soutenait face aux blizzards, aux sécheresses, aux maladies et aux pertes? Que penseraient-ils du monde que leurs luttes ont contribué à créer? Un monde d'abondance et de sécurité, au-delà de tout ce qu'ils auraient pu imaginer, bâti sur les fondations qu'ils ont posées par un travail exténuant et d'innombrables sacrifices. Ces questions vous suivent dans vos rêves remplis de prairies infinies, de montagnes imposantes et des visages de ceux qui ont dompté le Far West, non pas à travers des duels romantiques au revolver, mais par l'héroïsme discret de la persistance quotidienne face à des obstacles écrasants. Leur histoire, dépouillée du glamour hollywoodien et de la mythologie de la frontière, demeure un témoignage de l'adaptabilité humaine et du courage extraordinaire de gens ordinaires confrontés à des défis extraordinaires. L'aube se lève sur ce qui sera votre dernier jour dans le Far West. Alors que la lumière dorée se répand sur le paysage, vous prenez un moment pour apprécier la beauté brute qui a attiré tant de personnes vers l'Ouest. Malgré les dangers et les épreuves, la frontière était un lieu de grandeur naturelle saisissante. De vastes prairies ondulant comme des océans, des montagnes effleurant le ciel, des canyons plongeant dans les profondeurs de la terre. Cette beauté, au moins, n'était pas une invention hollywoodienne. Mais même cette relation avec le monde naturel différait profondément des perspectives environnementales modernes. La mentalité de la frontière considérait la nature avant tout comme une ressource à conquérir et exploiter, plutôt qu'à préserver ou protéger. La chirurgie était encore plus effrayante. Pas d'anesthésie moderne, seulement de l'alcool, du whisky ou de l'opium. Les opérations étaient extrêmement douloureuses. La stérilisation n'était pas connue, donc les infections après chirurgie étaient fréquentes. Pour les blessures graves aux membres, la solution la plus courante était l'amputation, faite avec des scies ou couteaux rarement propres. L'accouchement représentait un grand danger pour les femmes. La plupart accouchaient à la maison, avec une sage-femme si possible, sinon avec l'aide des proches. Sans suivi médical, les complications comme les hémorragies ou les présentations par le siège étaient souvent mortelles. La mortalité maternelle était énorme. Environ 1 femme sur 100 mourait en donnant la vie, ce qui est 100 fois plus que dans les pays développés aujourd'hui. Chaque grossesse pouvait être la dernière. Beaucoup d'hommes notèrent dans leurs journaux la douleur d'élever seuls leurs enfants après la mort de leur femme. Le bois était coupé sans considération pour la régénération. Le gibier était chassé jusqu'à l'extinction dans de nombreuses régions. Les rivières étaient détournées, polluées ou détruites par les opérations minières, sans se soucier des conséquences en aval. L'extinction presque totale du bison américain illustre peut-être de la manière la plus frappante cette approche prédatrice. Au XVIIIe siècle, on estimait entre 30 et 60 millions de bisons en Amérique du Nord. En 1884, il en restait moins de 1000. Cette dévastation n'était pas seulement due à la chasse pour la nourriture ou les peaux, bien que cela ait joué un rôle.
C'était aussi une politique délibérée encouragée par le gouvernement américain comme moyen de priver les tribus indiennes des plaines de leurs principales ressources, les forçant à rejoindre les réserves. Le général Philip Sheridan, un chef militaire clé des guerres indiennes des plaines, aurait déclaré « Laissez-les tuer, dépouiller et vendre jusqu'à ce que le bison soit exterminé. C'est le seul moyen d'apporter une paix durable et de permettre à la civilisation d'avancer. » Qu'il ait prononcé ou non ces mots exacts, ils reflètent fidèlement la politique gouvernementale de l'époque. La destruction des troupeaux de bisons constituait une guerre environnementale destinée à briser la résistance autochtone en éliminant leur mode de vie. Pour les nations amérindiennes à travers l'Ouest, l'expansion des colons blancs représentait une apocalypse, non seulement un déplacement physique, mais aussi l'effondrement des systèmes économiques, des pratiques spirituelles et des identités culturelles liées à des paysages et des ressources spécifiques. Si les premières interactions impliquaient parfois commerce et coopération, dans les années 1870, la plupart des groupes autochtones faisaient de face à des choix brutaux, la réclusion dans les réserves, la résistance contre toute attente ou l'assimilation culturelle. Le système des réserves représentait en lui-même une forme de génocide culturel. Les enfants autochtones étaient arrachés à leurs familles et envoyés dans des pensionnats destinés à tuer l'Indien pour sauver l'homme, comme l'a tristement déclaré le capitaine Richard H. Pratt, fondateur de l'école industrielle indienne de Carlisle. Ces enfants voyaient leurs cheveux coupés courts, il leur était interdit de parler leur langue, de pratiquer leur religion ou de maintenir leurs identités culturelles. Le traumatisme intergénérationnel de ces politiques continue d'affecter les communautés autochtones aujourd'hui. La résistance armée contre l'expansion américaine se terminait presque inévitablement par une défaite, bien que certains groupes aient maintenu leur indépendance plus longtemps que d'autres. La bataille de Little Bighorn en 1876, où les forces combinées des Lakota, des Cheyennes du Nord et des Arapaos vainquirent le 7e de cavalerie du lieutenant-colonel George Armstrong Custer, représenta l'une des dernières grandes victoires autochtones. Les campagnes militaires suivantes contre ces tribus furent marquées par une brutalité croissante, incluant des attaques contre des villages et le massacre de femmes et d'enfants. La tragédie de cette collision culturelle fut d'autant plus grande que de nombreuses nations autochtones avaient des systèmes agricoles sophistiqués, des structures de gouvernance complexes et de riches traditions culturelles qui auraient pu offrir de précieuses connaissances aux colons européens. La période la plus intense de création de mythes sur la frontière a eu lieu justement au moment où la véritable frontière disparaissait. Les spectacles du Far West de Buffalo Bill Cody ont commencé dans les années 1880, mettant en scène des batailles indiennes et des attaques de diligence pour le public de l'Est, alors même que les chemins de fer, les lignes de télégraphe et la gouvernance officielle intégraient déjà l'Ouest dans la société américaine. Ces spectacles n'étaient pas destinés à être des reconstitutions historiques fidèles, mais des divertissements qui correspondaient aux idées que l'Est se faisait de l'Ouest. Les romans bon marché qui popularisaient les récits exagérés de héros de l'Ouest ne venaient pas de la frontière, mais des maisons d'édition de l'Est, écrits par des auteurs qui n'avaient presque jamais vu les régions qu'ils décrivaient. Ces histoires suivaient une formule simple. Beaucoup d'action, une distinction claire entre héros et méchants, et une vision de l'Ouest comme un terrain d'épreuve pour les vertus américaines d'autonomie, de courage et d'individualisme. Plus tard, les westerns hollywoodiens ont encore affiné et amplifié ces éléments mythologiques, créant des images emblématiques, cow-boys solitaires, shérifs héroïques, bandits cruels et indiens sauvages, qui ressemblaient très peu à la réalité historique. Ces films avaient des fonctions psychologiques et culturelles au-delà du simple divertissement. Ils offraient des récits rassurants sur l'identité américaine à des époques de grands changements sociaux et de défis internationaux. La mythologie laissait entendre que le caractère américain s'était forgé dans les conditions de la frontière, produisant des qualités exceptionnelles qui distinguaient la nation des sociétés plus anciennes.
Elle suggérait que l'expansion américaine à travers le continent n'était pas seulement inévitable, mais moralement justifiée. Un triomphe de la civilisation sur la nature sauvage et du progrès sur les cultures primitives. Elle présentait des cadres moraux simplifiés où le bien triomphait toujours du mal grâce à une violence jugée juste, ce qui servait à justifier la montée de la puissance militaire et économique américaine sur la scène mondiale. Mais ces mythes cachaient la réalité complexe et moralement ambiguë du développement de l'Ouest. Le génocide des peuples autochtones, l'exploitation de la main-d'œuvre immigrée, la destruction de l'environnement, la manipulation des systèmes politiques par les grandes entreprises, et des communautés profondément divisées, luttant avec des questions fondamentales d'identité, de gouvernance et de ressources. Le véritable Ouest n'offrait pas de leçons morales simples, mais plutôt une étude de cas sur la manière dont les sociétés humaines s'adaptent à des conditions difficiles, parfois avec une coopération et une créativité remarquables, parfois en sombrant dans l'exploitation et la brutalité. Alors que la nuit tombe à nouveau, vous réfléchissez à votre bref voyage dans l'Ouest désenchanté. Vous comprenez pourquoi une personne moyenne d'aujourd'hui, habituée à une nourriture abondante, aux soins médicaux, à la sécurité et à d'innombrables conforts inconnus des pionniers, ne survivrait probablement pas une seule journée dans les conditions réelles de la frontière des années 1870. Les compétences, les connaissances, la condition physique et la résilience psychologique nécessaires à la survie à la frontière représentent un mode de vie si éloigné de notre expérience moderne qu'il est presque inimaginable. Et pourtant, quelque chose dans ce monde continue de nous fasciner. Peut-être est-ce l'honnêteté brute d'une vie réduite à l'essentiel, où chaque tâche a une conséquence immédiate et chaque réussite est une victoire concrète contre les contraintes de la nature. Peut-être est-ce l'interdépendance des communautés nées des défis partagés, créant des liens qui dépassaient les différences d'origine ou de croyances. Peut-être est-ce simplement le rappel que les êtres humains peuvent endurer et même trouver du sens dans des conditions bien plus dures que celles que nous connaîtrons jamais. L'héritage de la frontière américaine va au-delà de la mythologie et se retrouve dans les structures et systèmes qui façonnent la vie moderne. Les lois sur la propriété, les cadres de gestion de l'eau, les relations entre le fédéral et les États, l'approche des ressources naturelles et d'innombrables autres aspects issus des compromis et des conflits de l'époque. La diversité des communautés de l'Ouest, malgré les efforts d'assimilation forcée, a contribué à la réalité multiculturelle de l'Amérique moderne. Même les tensions persistantes entre droits individuels et biens collectifs, contrôle local et normes nationales, exploitation et préservation trouvent leurs racines dans les débats de cette époque. Pour les peuples autochtones, la période de la frontière ne représente pas un chapitre glorieux de l'expansion nationale, mais la destruction de modes de vie anciens et le début d'une longue lutte pour la survie culturelle et la souveraineté, qui continue encore aujourd'hui. Leur perspective nous rappelle que le récit triomphaliste de la conquête de l'Ouest ignore les civilisations complexes qui existaient déjà et les savoirs inestimables perdus dans leur déracinement. La compréhension la plus juste de la frontière exige de tenir plusieurs perspectives en même temps, reconnaître à la fois le courage de ceux qui ont bâti de nouvelles communautés dans des conditions difficiles et la dévastation vécue par ceux qui ont été déplacés par cette expansion. Alors que vous vous endormez lors de votre dernière nuit dans le Far West, les sons de cette Amérique ancienne vous entourent. Le souffle du vent dans les herbes des plaines, le hurlement lointain des coyotes, peut-être même les notes faibles d'un piano venant d'un saloon dans la rue. Ces expériences sensorielles reliaient au moins tous ceux qui vivaient à cette époque. Peu importe leurs origines ou leur situation, les immenses ciels, le climat extrême, les paysages imposants et les silences profonds façonnaient la vie de chacun, créant une relation partagée avec l'environnement, même au milieu des conflits culturels. Demain, tu retourneras à ton époque en emportant avec toi une compréhension plus profonde de cette période clé de l'histoire américaine. Tu ne verras plus jamais un film western ou ne liras plus jamais un roman de frontières sans reconnaître la version simplifiée et embellie d'une réalité complexe. Tu apprécieras le confort et la sécurité extraordinaire de la vie moderne, rendue possible par des avancées technologiques inimaginables pour les habitants de la frontière. Tu pourras aussi devenir plus conscient des savoirs et des compétences perdues dans la transition vers notre société spécialisée et dépendante de la technologie. L'autosuffisance pratique qui permettait aux pionniers de construire, réparer, cultiver, conserver et créer ce dont ils avaient besoin avec très peu de soutien extérieur. Mais surtout, tu comprendras que la véritable histoire de l'Ouest américain ne se trouve pas dans les fusillades ou les ruées vers l'or, mais dans les luttes quotidiennes de gens ordinaires, hommes, femmes et enfants de divers horizons qui ont affronté des défis extraordinaires avec des ressources limitées. Leur histoire, sans les embellissements d'Hollywood, contient déjà assez de courage, de tragédie, d'innovation, de conflits, de coopération, de cruauté et de gentillesse pour remplir d'innombrables récits.
Leur héritage vit encore dans les communautés qu'ils ont créées, les changements environnementaux qu'ils ont déclenchés, les modèles culturels qu'ils ont établis et les mythes nés de leurs expériences. Le véritable Far West a disparu depuis longtemps, transformé par la technologie, la croissance démographique, l'intégration économique et les changements environnementaux en un Ouest moderne fait de villes, de banlieues, d'autoroutes et de paysages contrôlés. Pourtant, des échos de l'expérience de la frontière persistent dans les identités régionales, les traditions locales, les usages des terres et les structures politiques. La mémoire de cette période formatrice continue d'influencer la façon dont les Américains se comprennent eux-mêmes et comprennent le développement de leur nation, même si chercheurs et communautés travaillent à remplacer la mythologie simpliste par des compréhensions plus justes et inclusives de cette histoire complexe. Alors que tu t'abandonnes enfin au sommeil, la frontière entre passé et présent semble s'effacer. Les défis auxquels faisaient face les communautés de la frontière, s'adapter aux contraintes de l'environnement, gérer les ressources limitées, bâtir des sociétés fonctionnelles parmi des populations diverses, équilibrer la liberté individuelle et les besoins collectifs, restent encore aujourd'hui sous de nouvelles formes. Peut-être que le plus grand héritage de cette expérience n'est pas un ensemble de réponses, mais une série de questions sur l'adaptation humaine, la formation des communautés et la relation entre l'homme et la nature. Des questions auxquelles chaque génération doit répondre à nouveau selon les circonstances. Les étoiles brillent au-dessus de toi. Les mêmes étoiles qui guidaient les voyageurs à travers les plaines, aidèrent les fermiers à choisir le moment des semailles et réconfortèrent les immigrants nostalgiques, loin de leur terre familière. Dans ce moment de connexion à travers le temps, tu ressens une parenté fugitive avec ceux qui contemplaient ces mêmes constellations il y a un siècle et demi, se demandant ce que demain leur apporterait dans un monde où la survie n'était jamais garantie, mais où la vie, dans toute sa dureté et sa beauté, se vivait avec une intensité rarement égalée dans notre époque plus confortable. Le sommeil vient enfin, et avec lui des rêves d'un Ouest à la fois dur et magnifique. Un lieu où la vulnérabilité humaine et la résilience s'affichaient côte à côte, où des peuples différents s'affrontaient et parfois coopéraient d'une manière qui allait façonner une nation, et où la lutte quotidienne pour l'existence contenait des moments de connexion transcendante avec des paysages d'une grandeur à couper le souffle. Le véritable Ouest sauvage, dépouillé des illusions romantiques, offre une fenêtre sur l'expérience humaine à son état le plus élémentaire, le plus difficile, le plus effrayant et parfois le plus sublime.